L'aube pointait à peine sur la vaste étendue de la ville de Mexico lorsqu'Elena Ramirez descendit du bus, sa fille serrée contre sa poitrine. L'air glacé mordait la peau, et une brume épaisse reposait sur les toits de la gare routière comme un voile de silence suspendu. Camila, 3 ans à peine, portait un petit pull rose élimé et tenait fermement contre elle un minuscule chariot bleu. Son trésor, son talisman, son refuge. Elena avançait d'un pas incertain parmi les murmures des vendeurs de café et le claquement métallique des valises roulant sur le sol. Elle avait imaginé ce moment, l'avait répété dans sa tête 1000 fois, mais jamais elle n'aurait cru que le corps puisse tellement se briser de l'intérieur. Ce ne sera que pour un temps, se répéta-t-elle à voix basse. Comme si elle tentait de persuader son âme d'accepter l'inacceptable. Une vendeuse de pain chaud, debout près de l'entrée, lui adressa un sourire. « Que Dieu te bénisse, Muchacha. » Elle ne savait pas qu'elle bénissait une femme au bord de commettre l'acte le plus déchirant de sa vie. Elena s'arrêta devant un banc de béton face au guichet, serrant Camila contre elle. Les bruits des moteurs. Les appels des chauffeurs, les klaxons lointains, tout se mélangeait aux sanglots étouffés de la petite qui ne comprenait pas pourquoi sa mère tremblait ainsi. « Maman, j'ai froid », murmura Camila en s'accrochant à sa jupe. Elena l'enveloppa du mieux qu'elle put, essayant de masquer les larmes qui coulaient déjà sur ses joues. D'une main hésitante, elle sortit de sa poche un petit papier jauni, où elle avait inscrit d'une écriture tremblante. « Elle s'appelle Camila Ramirez. S'il vous plaît, prenez soin d'elle. Je suis une mère qui a échoué. » Elle plia soigneusement le papier, le glissa dans la poche du pull de la fillette et resta immobile un long moment, le cœur suspendu au bord du vide. Une voix résonna soudain dans les haut-parleurs, annonçant le départ imminent d'un bus pour Monterrey. Elena y entendit un signe, un appel, ou peut-être une permission divine de fuir avant de se briser définitivement. Son cœur battait si fort qu'elle croyait que toute la gare pouvait l'entendre. Camila, ignorante du drame qui se jouait, posa son chariot bleu au sol et le fit rouler entre les fissures du béton. Elena se pencha, embrassa le front de sa fille et respira profondément une dernière fois cette odeur familière de lait et de savon bon marché. « Maman revient très vite, mon amour. Attends-moi juste ici, d'accord ?» La petite hocha la tête avec innocence. Elle ne se doutait pas que ces mots seraient les derniers qu'elle entendrait de sa mère avant de longues, interminables années. Elena se redressa, fit un pas, puis un autre. Ses jambes semblaient faites de pierre, mais la peur la poussa soudain à courir. Elle s'éloigna à toute vitesse, ses talons claquant sur le sol encore humide. Le bruit de sa fuite se perdit dans le brouhaha du terminal. Derrière elle, Camila leva les yeux, cherchant sa mère parmi la foule. « Maman !» Sa voix aiguë se noya dans le rugissement des bus qui démarraient. Ce fut l'instant précis où deux vies se brisèrent, chacun de son côté. Don Alberto, le gardien de la gare, fut le premier à remarquer la petite fille restée seule près de son jouet. En 30 ans de service, il avait tout vu. Des adieux déchirants, des retrouvailles miraculeuses, des gens fuyant leur passé. Mais jamais il n'avait été préparé à ce qu'il lut dans les yeux de cet enfant, un vide trop vaste pour si peu d'années. Il s'accroupit devant elle. « Où est ta maman, Chiquita ?» Camila ne répondit pas. Elle leva simplement un doigt tremblant vers la foule, vers un espace désormais vide. Don Alberto trouva le papier dans sa poche. En le lisant, son visage se contracta. « Encore une !» murmura-t-il en levant les yeux vers le ciel, partagé entre colère et compassion. Il alla acheter un pain sucré et un gobelet de lait chaud, puis s'assit à côté d'elle. « Mange, Ija. Ne pleure pas. Dieu n'abandonne personne. » La petite prit le pain à 2 mains. En la regardant, il eut l'impression de contempler une solitude si immense qu'elle aurait pu engloutir toute la gare. Pendant ce temps, Elena, déjà loin, regardait la ville défiler à travers la vitre du bus. Les rues devenaient floues, les visages indistincts. Elle ferma les yeux, et des souvenirs douloureux revenaient, la misère qui l'avait piégée depuis l'enfance, les cris, les nuits blanches, la présence écrasante de la drogue et le poids insupportable de la culpabilité. Pour la première fois depuis des années, elle osa prier. « Jésus, si tu m'entends, veille sur elle. Moi, je ne peux plus. » Ces mots se noyèrent dans le bruit du moteur,
mais une paix fragile s'installa en elle, comme si quelque chose, quelque part, avait reçu sa supplication. Au même moment, dans la gare, la lumière du soleil naissant tombait sur le visage endormi de Camilla. Don Alberto la tenait dans ses bras avec une douceur infinie. La fillette dormait, serrant son chariot bleu contre sa poitrine. Ce jouet modeste deviendrait le symbole d'un monde brisé, mais aussi la promesse silencieuse d'un avenir à reconstruire. Le véhicule du conseil tutélaire arriva peu après. Don Alberto confia Camilla aux agents, les yeux embués. « On va prendre soin d'eux. »« Toi, Ija, dit-il en glissant le chariot dans ses mains minuscules. Elle agrippa l'objet avec la force désespérée de quelqu'un qui n'a plus rien. Pendant le trajet, Camilla observa la ville s'éloigner. Les lumières s'éteignaient une à une, comme si chaque coin de rue effaçait un peu plus la trace de sa mère. Elle n'avait que 3 ans, mais elle sentait déjà que le monde pouvait se montrer cruel même aux plus innocents. Le refuge municipal de la Colonia Guerrero sentait le désinfectant, la soupe de riz et les larmes séchées. Les murs, écaillés, portaient des dessins d'enfants. Fixés au scotch, des éclats fragiles d'espérance dans un lieu où tant de rêves avaient été laissés à l'abandon. La directrice, Doña Leticia, une femme aux traits fatigués, signa les documents d'un geste mécanique. Une de plus, murmura-t-elle, comme si la douleur des autres n'avait plus de prise sur elle. Personne ne remarqua que Camilla ne quittait pas la porte des yeux, attendant un retour. Impossible. La première nuit fut une symphonie d'absence. Camilla refusa de monter dans la petite couchette qui lui avait été assignée. Elle se recroquevilla sur le sol froid, serrant son chariot bleu contre elle comme un bouclier. Une éducatrice tenta de la toucher, mais la fillette se replia davantage, comme un animal blessé. « Laisse-la, dit Doña Leticia. Le silence est parfois l'heure. » Seule armure. Dans le dortoir, on entendait des toux, des murmures, des pleurs étouffés. Et au milieu de ce cœur brisé, une voix s'éleva en prière. « Jésus, ne les abandonne pas. » Camilla écouta sans comprendre. Mais ce ton doux et fervent déposa en elle une chaleur inattendue, une présence invisible qui murmura doucement à son cœur qu'elle n'était peut-être pas tout à fait seule. Avant de s'endormir, la petite se surprit à penser que si Dieu existait vraiment, peut-être pouvait-il retrouver sa maman et la ramener auprès d'elle. Les jours se succédèrent, semblables les uns aux autres. Levé au son de la cloche, file pour le petit déjeuner, quelques leçons improvisées. Une jeune bénévole, Sofia, apprit à Camilla à tracer son nom sur une feuille froissée. Elle voyait en elle une tristesse trop grande pour un corps si petit. Camilla parlait peu. Elle dessinait en silence, toujours la même scène. Une femme aux cheveux longs. Une petite fille tenant un chariot bleu. Sofia gardait quelques-uns de ses dessins, ignorant qu'un jour, ils deviendraient les témoins poignants d'un amour brisé mais jamais éteint. Les après-midi. Les enfants jouaient dans la cour de ciment. Camilla préférait s'asseoir près de la grille, observant les voitures passer l'une après l'autre. Peut-être que l'une d'elles amène maman, murmurait-elle. Et chaque soir, lorsque l'ombre descendait sur la cour et que les lumières s'allumaient, Camilla fermait les yeux, serrant son chariot bleu, espérant qu'au réveil, elle n'aurait plus si mal. Espérant qu'un jour, quelqu'un entrerait par cette porte, prononcerait son nom, et la serrerait très fort contre son cœur. Espérant, simplement, que l'amour qu'elle avait perdu au petit matin puisse encore la retrouver. Chaque fois que la porte du refuge s'ouvrait, le cœur de Camilla battait plus vite, comme prêt à s'élancer vers une promesse qui n'arrivait jamais. Et chaque fois, lorsque le visage tant espéré ne paraissait pas, ce même cœur se fendait un peu plus, en silence, sans que personne ne l'entende. Pendant des semaines entières, la petite noircit l'air de son mutisme, à tel point que même son ombre semblait marcher doucement pour ne pas l'effrayer. Puis un jour, au milieu du déjeuner, tout changea. Un autre enfant lui arracha brusquement le morceau de pain qu'elle tenait. Alors Camilla se leva d'un bond, surprise de elle-même, et cria « C'est à moi ». Sa voix, fragile mais vive, brisa l'air comme un verre tendu au soleil. Tous se retournèrent, stupéfaits. Sofia, qui l'observait depuis des jours avec une patience de mère, sourit doucement. « Très bien, Camilla. Ta voix peut aussi te protéger. » À partir de ce jour-là, la petite commença à parler par bribes,
comme si chaque mot était une barque fragile qu'elle devait oser mettre à l'eau. Mais, chaque nuit, à l'heure où le silence devenait trop grand, elle se réveillait en pleurs, appelant sa mère comme on appelle un rêve qui s'enfuit. Les psychologues du refuge tentaient de recoller ces morceaux, de lui redonner confiance avec des dessins, des chansons, des histoires où les mamans perdues revenaient un jour frapper à la porte. Peut-être que la tienne reviendra aussi, lui murmura Sophia un après-midi de pluie. Camilla ne répondit rien. Elle se contenta de poser son petit chariot bleu sur l'appui de la fenêtre et d'observer la pluie courir le long du verre. Dans son imagination, elle voyait sa mère de l'autre côté, tendant la main, cherchant à la toucher. Mais lorsqu'elle fermait les yeux, il ne restait que le vide. Avec les mois, l'image de la gare routière se dilua dans sa mémoire, comme un dessin trop longtemps exposé au soleil. Le refuge, avec son odeur de savon bon marché et de riz réchauffé, devint son univers. Elle grandit entre les murs d'un verre pâle, bercée par les histoires d'enfants qui, comme elle, attendaient une seconde chance. Pour Donia Laetitia, elle était la plus calme, la plus douce. Elle ignorait que cette tranquillité n'était qu'un bouclier, une façon de rester invisible pour éviter qu'on la blesse encore. Lorsque les travailleurs sociaux évoquaient des familles d'accueil ou des adoptions, Camilla se cachait derrière les rideaux et serrait son chariot bleu contre sa poitrine. Elle ne voulait pas d'une nouvelle mère. Elle voulait la sienne. Mais la vie suit des chemins mystérieux, souvent plus vastes que la volonté d'un enfant, et ce qu'elle ne pouvait imaginer était déjà en marche. Un après-midi de printemps, alors que les jacarandas du jardin teintaient l'air de violet, un couple passa la porte du refuge. À cet instant-là, le destin silencieux de Camilla prit doucement un nouveau sens. Ce jour-là, l'air semblait différent, presque lumineux. Ricardo Moral, un ingénieur de Monterrey au visage sérieux et aux yeux fatigués de trop d'espoir déçu, avait longtemps insisté auprès des autorités, il voulait un enfant. À ses côtés, Teresa, son épouse, une institutrice au sourire serein, tenait un bouquet de lys blanc. Pour l'âme que nous trouverons. Aujourd'hui, murmura-t-elle avant d'entrer. Ils avaient abandonné l'idée d'avoir un enfant biologique, mais jamais celle d'aimer. Lorsque Sophia les conduisit dans la salle d'accueil, leurs regards se posèrent immédiatement sur une petite fille assise dans un coin. Camilla, la tête penchée, dessinait avec un minuscule bout de crayon. Entre ses mains reposait son chariot bleu le seul bien qu'elle possédait vraiment. Teresa l'observa longuement. « Regarde là, Ricardo. » On dirait que le monde entier s'est effondré sur ses épaules. Durant cette première visite, Camilla ne prononça pas un mot. Elle fixait ces étrangers avec la méfiance douloureuse de ceux qui ont été trahis trop tôt. Teresa ne tenta pas de forcer un sourire ou une conversation. Elle s'assit simplement à côté d'elle, à même le sol. De son sac, elle sortit une petite boîte de crayons neufs qu'elle déposa devant la fillette. « Si tu veux dessiner quelque chose de beau. » Camilla regarda la boîte, puis Teresa. Il fallut de longues minutes avant qu'elle tende enfin la main. Elle ne dessina pas, mais prit un crayon bleu et le glissa discrètement dans sa poche. « C'est ma couleur préférée, » murmura-t-elle. Teresa sentit ses yeux se remplir de larmes. Ricardo, qui observait la scène depuis un coin de la pièce, sut immédiatement que cet enfant était déjà là. L'heure, même si la loi ne l'avait pas encore écrit. Et là, dans ce premier geste d'un simple crayon bleu accepté, quelque chose d'invisible avait eu lieu, quelque chose qui ressemblait à une bénédiction silencieuse. Les semaines suivantes furent faites de petites visites, de jeux timides, de silences partagés comme des secrets. Camilla s'approchait, reculait, testait la solidité de ces deux adultes qui semblaient décidés à l'aimer. Ricardo lui apprenait à faire des avions en papier. Quand l'un d'eux se posait sur son épaule, elle riait malgré elle. Teresa lui lisait des histoires. Le soir, des récits de papillons cherchant leur foyer après une tempête. « Tu crois que les papillons se souviennent d'où ils viennent ?» demanda un soir Camilla, serrant son chariot bleu contre elle. « Peut-être qu'ils ne se souviennent pas du lieu, » répondit Teresa. « Mais ils se souviennent de ce que ça fait, de voler. » Ce fut la première fois que la fillette sourit sans peur, un sourire léger. Presque timide, mais vrai. Teresa comprit alors que l'amour ne commence pas toujours par un élan. Parfois, il commence par une question. Le jour de la signature des documents d'adoption. Le refuge bourdonnait d'agitation. Donia Laetitia vérifiait les dossiers,
Sofia essuyait discrètement ses larmes. Camila portait une robe bleu ciel, un cadeau de Teresa. Aujourd'hui. Tu vas avoir une maison, mon trésor, lui dit Teresa en nouant ses lacets. Camila la regarda, les yeux agrandis par l'angoisse. Et toi, tu vas revenir me chercher comme une maman? La question la brisa. Teresa inspira, puis répondit d'une voix douce. Je ne reviendrai pas te chercher, Camila, parce que je ne te quitterai plus jamais. La fillette se jeta contre elle, enfouissant son visage dans son cou. Ricardo signa les papiers, les mains tremblantes. Lorsque tout fut conclu, Camila sortit du refuge entre Teresa et Ricardo, tenant son chariot bleu dans une main, son crayon bleu dans l'autre. Donia Leticia les regarda s'éloigner et murmura. Jésus, protège-la. Que cette fois soit la bonne. Le trajet jusqu'à Monterrey fut long. Camila s'endormit dans la voiture, la tête posée sur l'épaule de Teresa. Ricardo l'observait dans le rétroviseur, un sourire incrédule aux lèvres. Je n'aurais jamais cru que le silence pouvait être aussi beau, dit-il. C'est le son de la paix, répondit Teresa. La paix qu'elle attendait depuis si longtemps. La fillette se réveilla lorsque la voiture s'arrêta devant une maison aux murs couleur crème. Le jardin était fleuri, lumineux. Dans sa nouvelle chambre, elle trouva un lit couvert de draps ornés de papillons, une lampe en forme d'étoile et une étagère remplie de jouets neufs. Pourtant, elle ne s'y attarda pas. Elle se dirigea vers la fenêtre. Ici aussi, le soleil se lève, demanda-t-elle. Oui, mon ange, répondit Teresa. Et maintenant, il se lèvera pour toi. Cette nuit-là. Pour la première fois depuis son abandon, Camila dormit sans cauchemar. À ses pieds, son chariot bleu reposait sous la lueur de la lune, comme un petit gardien silencieux. Les premiers mois furent un apprentissage pour chacun. Il y avait tant de nouveautés, l'odeur du pain sucré que Teresa préparait le dimanche, la musique douce que Ricardo aimait écouter le matin, le chien du voisin qui aboyait au loin. Camila observait tout avec une attention grave, mais dormait encore en serrant son chariot bleu, comme si en le lâchant, le monde risquait de s'effacer à nouveau. Teresa ne précipitait rien. Elle se contentait d'être là, présente, constante, douce. Peu à peu, la glace se fissura. Un après-midi, alors qu'elle arrosait les plantes du jardin, elle entendit un rire. Un rire clair. Camila courait derrière une petite papillon blanc. C'était un son minuscule, presque timide, mais pour Teresa, c'était comme voir une fleur s'ouvrir après un hiver trop long. Ricardo, lui aussi, trouvait sa place. Après le travail, il s'asseyait sur le tapis de la chambre de Camila et construisait des châteaux de blocs de bois. Parfois elle le regardait en silence. D'autres fois elle ajoutait une pièce, hésitante. Et si ça tombe, demanda-t-elle un soir, voyant la tour vaciller. Alors on le reconstruira, répondit-il. Et dans ces mots simples, Camila découvrit peut-être la plus grande vérité de sa nouvelle vie, certaines choses peuvent tomber, mais certaines personnes restent pour les relever avec vous. La phrase que Teresa abbia dit Choin. Dia quasi sin pensar, a qui n'adite déjà cela, se convirtio poco a poco en el lema secreto de la familia, en la columna invisible que sostenía cada gesto, cada décision y cada latido dentro d'elle. Hogar moral. Des dentons, Camila empezó a hablar más, a comer con apetito, a dormir mejor. Sur Isa, timida al principio, comenzó a lenar la casa. Cantaba con Teresa las canciones que aprendia. En el jardin de infancia, inventando palabra cuando olvidaba alguna estrofa. Cada uno de esos pequeños progreso era celebrado como una victoria inmensa, como si el mundo estuviera volviendo a abrirse para ella. Cuando cumplió 4 años, pidió que su pastel tuviera una única vela azul. Ed el color de mi carito, dijo, orgullosa, abrazando el pequeño juguete que nunca la abandonaba. Ricardo grabó aquel momento con su celular. En el video, mientras la nina sopla la vela con los ojos apretados para que su deseo no se escape, se escucha la voz emocionada de Teresa diciendo. Hoy nació de nuevo nuestra nina. Y un nadie lo mencionó en voz alta, en voz sabiendo que no era exageración. Camila estaba renaciendo poco a poco. Pero alguna noche, la sombra del pasado regresaba sin avisar. Una madrugada, Camila se despertó con un grito desgarrador.
No te veía, mama. Teresa Corio al cuarto y la abrazo sin pronunciar palabra. La sostuvo en su brazo hasta que la respiration de la pequena volvió a calmarse. Le acarició el cabello, con un amor hecho de paciencia, ternura y una silenciosa promesa que jamais rompería. Estoy aquí, mi amor. No soit la mama que se fut, pero soit la que se queda. La nina la miró con los ojos húmedos, confundido, como si on no entendiera del todo la diferencia entre el que había perdido y el que había encontrado. Lugo se acurrucó contra su pecho, buscando un refugio que ya sentia suyo. Y en ese instant, Teresa comprendió una verdad profunda, el amor no tiene la fuerza para borrar el pasado. Pero si para enseñar al corazón a vivir con él. Desde aquella noche, comenzaron a rezar juntas antes de dormir. Jesús, gracia por este día, decía Camila con su vocecita suave. Y gracia por mamá Teresa que no se va. Y aunque trataba de contenerse, Teresa no podía evitar que las lágrimas rodaran por su mejilla. Sentia que Jesús habitaba en esa casa, no entre las paredes ni en los adornos religiosos, sino en la esperanza que estaba floreciendo de nuevo, en la vida que había retornado a la nina que el mundo quiso olvidar. El tiempo siguió su curso y la nina del refugio se transformó en una pequeña luna de energía, imaginación y preguntas interminables. En la escuela se destacaba por ser dulce, respetuosa y aplicada. Todo la conocían por su famoso carrito azul, que levaba en la mochila como si fuera un tesoro sagrado. E mi recuerdo feliz, explicaba cada vez que alguien se lo preguntaba. Teresa le preparaba todo los días el almuerzo con la misma dedicación que una abuela amorosa, arroz con frijol y plátano, su comida preferida. Por las tardes, los tres de Teresa, Ricardo y Camila paseaban por el parque de la colonia. Ricardo la subía a los columpios y fingía que podía empujarla hasta el cielo. Mira, papá, puedo volar. Claro que sí, respondía él, pero siempre habrá alguien abajo para sostenerte. Esa era la promesa silenciosa que se repetía en LR, una promesa hecha de amor y de determinación, nunca más abandonó, nunca más vació. Los años pasaron, y el hogar de los Moral comenzó a llenarse de fotografía. Camila con su uniforme escolar. Camila disfrazada de mariposa en el Festival del Jardin. Camila durmiendo con el carrito azul bajo la almohada, como si temiera perderlo. Mirada. No tenía dinero, ni seguro, ni fuerza. Quizá si justo, murmuró. Quizá la vida solo me está devolviendo el que hice. Durante semana rechazó cualquier tratamiento. Dormía vestida. Sin comer, esperando simplement que la enfermedad hiciera el suyo. Pero una noche, Doña Rosa legó con una sopa caliente y una sentencia. Te voy a cuidar, Elena. Y tu vas a luchar. No por ti. Sino por la nina que fuiste y por la madre que on puede ser. Aquella palabra abrieron una grieta en la oscuridad. Elena comenzó la quimioterapia. Los vomitó, la queda del cabello. La debilidad extrema, todo se sentía como un castigo, pero también como una penitencia que aceptaba porque, en el fondo, quería creer que on quedaba algo por el que al luchar. En la sala de oncología. Conoció a mujer con historia parecida, madre sola, esposa abandonada, trabajadoras invisibles. Descubrió que no era la única rota. Y en aquella compañía dolida, su culpa comenzó a pesar. Poco menos. Empezó a escribir un diario. Lo llamó au cuaderno de segunda oportunidad. Anotaba pensamiento, oración, recuerdo de Camila, fragmento de conversación con Doña Rosa. Hoy soné con ella, escribió una madrugada. Jugaba con un carrito azul y me decía que no tenía miedo. Desperté Lorando. AVC de Jaba el cuaderno abierto junto a la vela encendida. Como si Jesús pudiera leerlo. Un día escribió algo distinto, algo nuevo. Si sobrevivo, quiero ayudar a otra madre a no hacer lo que yo hice. Fut la primera vez que imaginó un futuro. Y sin saberlo, ese sencillo acto comenzó a unir de nuevo los hilos invisibles que siempre la habían mantenido conectada con su hija. Los meses siguientes fueron un descenso lento, pero también el inicio de un camino que finalement la levaría,
tardo temprano, all'encuentro que el destino les debiades dacia anno. Elena s'était habituée peu à peu au parfum métallique qui imprégnait l'hôpital, à la morsure glacée des couloirs interminables, au silence lourd qui se glissait entre les battements des machines. Elle connaissait par cœur les noms écrits sur les bracelets de plastique. Que portaient les patients, comme autant d'histoires suspendues entre la vie et l'oubli. Ses propres cheveux avaient commencé à tomber en longues mèches, découvrant son crâne fragile. Désormais aussi nu que ses espérances. Les produits chimiques fissuraient sa peau, ouvrant des crevasses sur ses mains, mais malgré cela, quelque chose en elle, une étincelle endormie depuis des années, recommençait doucement à brûler. Chaque jour, Donia Rosa apparaissait comme une lumière fidèle dans sa chambre. Elle arrivait les bras chargés de PANDUS encore tiède et d'un petit crucifix de bois qu'elle posait délicatement sur la table de chevet. Jésus ne guérit pas toujours le corps, Ija, murmurait-elle en remontant la couverture sur Elena, mais il trouve toujours une façon de soigner l'âme. Elena écoutait en silence, ses yeux fixés sur la fenêtre où, parfois, un rayon de soleil s'infiltrait entre les rideaux blancs et froids. Un jour, d'une voix presque brisée, elle demanda, « Et s'il n'y a plus d'âme à guérir ?» Rosa lui prit la main, serrant doucement ses doigts affaiblis. « Alors laissons-le la reconstruire. » Ce fut la première fois qu'Elena pleura. Sans honte depuis le jour où elle avait abandonné sa fille. Elle pleura comme une femme qui porte un poids depuis trop longtemps, comme une mère qui n'avait plus cru mériter le pardon. Le traitement était impitoyable. Certains jours, elle ne parvenait même pas à se lever, d'autres, elle souhaitait disparaître dans le silence des couloirs. Mais Donia Rosa répétait inlassablement. « Tant que tu respires, Ija, tu as une mission. » Peu à peu, Elena recommença à s'ouvrir au monde autour d'elle. Elle parlait avec les autres patientes, leur offrait de l'eau quand leurs mains tremblaient, les écoutait raconter leurs peurs. Elle livrait parfois des fragments d'histoire, mais jamais son propre passé. Un après-midi, une jeune femme nommée Lucia lui confessa qu'elle avait pensé abandonner son bébé parce qu'elle n'avait plus les moyens de le nourrir. Elena resta longtemps silencieuse avant de répondre, la voix tremblante, « Je l'ai fait, et ce fut comme mourir les yeux ouverts. » « Ne le fais pas, Lucia. Ne porte pas ce poids-là. » À partir de ce jour, quelque chose changea. Elena se mit à accompagner les mères hospitalisées, elle les aidait à remplir des formulaires, à se laver, à écrire des lettres pour leurs enfants. Elle n'était plus un corps malade dans un lit, elle devenait un refuge, une présence, une sœur de douleur qui savait ce que signifiait se perdre. Donia Rosa la regardait évoluer avec une discrète fierté. Elle comprenait que la rédemption qu'Elena implorait depuis des années trouvait enfin son chemin, né directement de la souffrance qu'elle avait voulu fuir. La nouvelle de son engagement parvint bientôt à Carolina, une travailleuse sociale qui dirigeait un petit groupe de soutien nommé Segunda Oportunidad. Là, des femmes en reconstruction partageaient leurs histoires, priaient ensemble, tissaient entre elles une force nouvelle. Carolina invita Elena à venir témoigner. Le jour venu, Elena monta sur l'estrade improvisée, dissimulant son crâne sous une écharpe. Sa voix était à peine un souffle. « Je ne suis l'exemple de rien. Je sais seulement ce que c'est que de tout perdre. Et si vous êtes ici, cela signifie que vous n'avez pas tout perdu. » Un silence sacré enveloppa la salle. Lorsque la rencontre prit fin, plusieurs femmes s'approchèrent pour l'enlacer. Elena sentit la chaleur d'un espoir fragile renaître dans ses veines. Cette nuit-là, elle ouvrit son carnet et écrivit, « Aujourd'hui, j'ai compris que peut-être Jésus ne m'avait pas oublié. Peut-être attendait-il seulement que j'apprenne à regarder les autres avant de me regarder moi-même. » Pour la première fois depuis des années, elle s'endormit sans sentir la morsure de la culpabilité. Les semaines qui suivirent furent un mélange d'épuisement et de sens. Le cancer continuait de progresser, mais Elena n'avait jamais semblé aussi vivante. Donia Rosa plaisantait, « Si la maladie ne t'emporte pas, elle te canonisera. » Elena riait, faible mais sincère. Elle avait retrouvé l'appétit, et surtout, elle recommençait à rêver. Un soir, alors qu'elle admirait un coucher de soleil rose et or depuis la fenêtre de l'hôpital, une jeune infirmière vint à sa rencontre. « Je voulais vous dire. J'ai assisté à votre intervention dans le groupe. Ma mère était là. Elle avait décidé de laisser mes petits frères à ma grand-mère.
Mais après vous avoir entendu, elle a changé d'avis. Vous lui avez rendu espoir. Elena sentit ses yeux se troubler. Alors, tout en vaut la peine, murmura-t-elle. Cette nuit-là. Elle alluma une petite bougie et pria. Jésus, si tu décides de me rappeler, prends-moi en sachant que j'ai fait quelque chose de bon. Mais si tu veux que je reste, donne-moi la force de continuer à aider. Pour la première fois depuis 14 ans, Elena ne demanda pas pardon. Elle demanda un but. Le verdict médical tomba comme une sentence calme, le cancer s'était propagé au foie. Les médecins lui donnaient entre 6 et 9 mois. Donia Rosa pleura longuement, mais Elena l'enlaça, je n'ai plus peur, madre. Je veux seulement avoir assez de temps pour laisser quelque chose de bon derrière moi. Carolina lui proposa alors d'enregistrer un témoignage pour une campagne nationale. Elena hésita, puis accepta. Face à la caméra, le visage blanchâtre, les yeux brillants d'une flamme nouvelle, elle prononça. Je m'appelle Elena Ramirez. Il y a 14 ans, j'ai abandonné ma fille dans une gare routière. Je croyais que le monde s'était effondré, mais aujourd'hui, je sais que les secondes chances existent. Si quelqu'un écoute cela, je veux qu'il sache qu'il n'est jamais trop tard pour revenir. La vidéo était courte, mais bouleversante. Quelques jours plus tard, son visage apparut sur des affiches, des brochures et des publications en ligne à travers tout le pays. Sans s'en rendre compte, Elena venait d'ouvrir le chemin qui la ramènerait vers l'enfant qu'elle avait laissé. Le témoignage se répandit comme une traînée de lumière. Son visage sans cheveux, empreint d'une étrange sérénité, apparaissait dans les salles d'attente, sur les réseaux sociaux, dans les hôpitaux publics de tout le Mexique. Sa voix résonnait. Je m'appelle Elena Ramirez. Il y a 14 ans, j'ai abandonné ma fille. Ces mots frappaient le cœur de milliers de femmes. Certaines, accablées de culpabilité depuis des années, cherchèrent alors de l'aide. D'autres, perdues dans la rue avec leur bébé, se tournèrent vers les groupes de soutien. Son récit devenait une flamme partagée dans l'obscurité. Un après-midi, Donia Rosa la trouva assise dans le patio de l'hôpital, entourée de bénévoles. Elle dit en souriant. Regarde ce que tu fais. Ija. Tu sauves des vies sans même bouger de cette chaise. Elena baissa la tête, émue. Ce n'est pas moi, madre, c'est lui. Il n'est jamais parti. Pour la première fois, Donia Rosa vit danser. Y eut une paix profonde, celle de quelqu'un qui a enfin compris sa mission. Même affaiblie, Elena commença à sortir certains jours pour animer les ateliers de Segunda Oportunidad. Elle apprenait aux femmes à écrire des lettres à leurs enfants, à demander pardon, à chercher de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. L'abandon ne se termine pas quand tu t'en vas, disait-elle souvent. Il continue à vivre en toi, jusqu'au jour où tu trouves le courage de revenir. Beaucoup pleuraient. D'autres la serraient contre elle, répétant son nom comme une prière. L'association créa bientôt un petit fonds pour soutenir les mères malades. Elena fut nommée marraine symbolique. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais il y avait une immense espérance. Les bénévoles la surnommèrent la mère du pardon. Elena rougissait, si vous saviez ce que j'ai fait, vous arrêteriez de m'appeler ainsi. Mais Carolina lui répondait toujours. C'est justement parce que tu sais ce que c'est de tomber, que tu peux apprendre aux autres à se relever. Son histoire attira l'attention d'un jeune journaliste. Il vint l'interviewer et lui demanda si elle ne craignait pas d'être jugée. Elena sourit doucement. Je l'ai été. Pendant 14 ans, chaque nuit. Mais cacher ma honte ne sert à rien. Si, en racontant mon histoire, une seule mère choisit de rester avec son enfant, alors mon péché aura porté un fruit. Quand l'article fut publié, l'impact fut immense. Des lettres affluèrent de tout le pays. Certaines signées, d'autres anonymes. Toutes portaient des mots simples. Mais d'une force immense. Merci de me rappeler que moi aussi je peux revenir. Vous m'avez donné le courage de chercher ma fille. Et sans le savoir encore, quelque part, une jeune femme lisait ces mots, sa propre fille. Une rencontre se préparait, une histoire brisée qui demandait depuis longtemps à être réparée. Que Dieu la bénisse, pensaient désormais ceux qui la croisaient. Au fil des semaines, le personnel du service oncologico, habitué à l'odeur âcre des désinfectants,
aux machines qui bipent et à la fragilité de la vie au bord de l'extinction, avait commencé à voir Elena sous une nouvelle lumière. Elle n'était plus seulement une patiente parmi tant d'autres, enfermée dans la routine de la douleur et du traitement. Elle était devenue un témoignage ambulant de rédemption, une voix qui parlait d'espoir là où la peur régnait habituellement. Un après-midi, après avoir donné une petite conférence pour d'autres patients et familles, on l'invita à visiter un albergue pour enfants qui venait d'ouvrir ses portes. Le bâtiment était simple, presque modeste, mais débordant de couleurs vives, des papillons découpés en papier pendaient du plafond. Des fresques naïves ornaient les murs, et dans chaque pièce flottaient les éclats de rire d'enfants dont la vie avait déjà été trop lourde. Dès son arrivée, les enfants l'entourèrent. Certains lui tendant des dessins, d'autres lui chantant des comptines. Au milieu d'eux, une petite fille timide, aux yeux sombres et brillants, s'accrocha à sa jupe sans prononcer un mot. Elena se baissa et la prit doucement dans ses bras, sentant une chaleur familière envahir sa poitrine. « Comment t'appelles-tu, mon cœur » demanda-t-elle d'une voix douce. « Sophia » répondit la fillette presque en un souffle. « Et ta maman » La petite baissa aussitôt la tête. « Je n'en ai pas. » Le monde d'Elena vacilla un instant. Une boule de douleur et de tendresse se forma dans sa gorge. Cette nuit-là, de retour à l'hôpital, elle ouvrit son cahier, celui où elle consignait ses prières, ses pensées, ses regrets et ses renaissances. Elle écrivit. « Aujourd'hui, j'ai serré dans mes bras une autre enfant sans mère. Et j'ai senti que Jésus me rendait un fragment de Camilla. Peut-être que je ne pourrai jamais la retrouver, mais je peux aimer toutes celles qui portent son absence. » Une larme tomba sur la page, et en s'étalant, la trace qu'elle laissa prit la forme d'une petite croix. Les semaines passaient et son corps se fragilisait davantage, ravagé par les traitements. Mais paradoxalement son esprit, lui, semblait se renforcer. Elena devint une figure centrale dans l'hôpital, un symbole vivant de seconde chance. Son histoire circulait, inspirant non seulement croire en Dieu, mais croire en la possibilité de guérir même ceux qui semblaient perdus à jamais. Le samedi se leva sous un ciel gris et immobile, comme si l'air mismo retenait son souffle avant. Un événement que Nadi Ozaba nombrait. Toute la nuit, Camilla avait dormi entrecoupée de rêves, imaginant d'eau une et mille fois ce moment, comment serait son visage, quelles paroles surgiriant. Si ses yeux la reconnaîtraient dès qu'elle pousserait la porte. Au réveil, ses mains tremblaient légèrement, et Teresa, en la peignant avec une tendresse inquiète, murmura. « Tu n'as pas besoin d'être forte à chaque instant, Ija. Sois simplement toi-même. » Dans la poche de sa robe, Camilla glissa le petit carito azul, soigneusement enveloppé dans un mouchoir. Un simple jouet pour le monde. Mais pour elle, un talisman, la dernière racine intacte de son passé. Quand elles arrivèrent au centre hospitalier, l'odeur de désinfectant, les pas précipités du personnel et les murmures feutrés. Des couloirs firent battre son cœur si fort qu'elle crut qu'on pouvait l'entendre. Carolina, la coordinatrice de l'ONG, les attendait devant une petite salle privée. « Elle est là-dedans. » expliqua-t-elle doucement. Elle ne parle pas beaucoup, se fatigue très vite. Mais quand elle a su que tu venais, elle a demandé qu'on coiffe ses cheveux, et elle a voulu mettre sa bufanda azul. Camilla sentit les larmes lui monter. Bleu, balbutia-t-elle. Oui, répondit Carolina en souriant. Elle a dit que c'était la couleur de l'espérance. La porte s'ouvrit lentement. Presque avec révérence. Pendant une seconde suspendue, le temps sembla se figer. Sur le lit, soutenue par plusieurs oreillers, se trouvait Elena. Son visage avait maigri, ses mains étaient devenues fragiles comme du papier fin, mais ses yeux. Ses yeux étaient exactement les mêmes que dans les souvenirs brisés de Camilla. La jeune femme avança un pas, puis un autre, jusqu'à s'arrêter à quelques mètres seulement. Aucune des deux ne parla au début. Elles se contemplaient comme deux reflets séparés par des années de silence et de douleur. Elena tenta de se redresser, mais son corps la trahit. « Ne te lève pas, s'il te plaît, dit Camilla, la voix fendue. « C'est moi. » Alors, Elena sourit. C'était un sourire tremblant, fragile comme une flamme battue par le vent. « Je savais que tu viendrais, murmura-t-elle. Je ne savais pas quand, mais j'étais certaine que Dieu ne me laisserait pas partir sans te revoir. » Camilla l'approcha, les larmes brûlant ses paupières. « Pourquoi m'as-tu laissé ?» La question lui échappa,
brute, nue, avant même qu'elle puisse la retenir. Elena baissa les yeux. Parce que j'avais peur. Parce que j'étais faible. Et parce que j'ai cru, dans mon désespoir, que je te sauverais de moi-même. Le silence qui suivit n'était pas hostile. Il était lourd, dense, mais traversé d'un fil invisible, celui du début du pardon. J'ai cru que tu ne m'aimais pas, confessa Camilla, une douleur ancienne revenant crever la surface. Elena secoua la tête, les larmes glissant sur la couverture. Je t'ai aimé à en perdre la raison. Et c'est ce que j'ai confondu. C'est là que j'ai péché. Camilla tendit sa main. Elena la saisit aussitôt, avec une force inattendue, comme si ce geste pouvait réparer, recomposer, recoller les années. Dérobé. Tu n'as pas à me pardonner, Ija, murmura Elena. Je voulais seulement te savoir heureuse. Camilla sortit le carito azul de son sac et le déposa sur les jambes d'Elena. Je l'ai gardé toute ma vie, souffla-t-elle. Elena porta une main tremblante au jouet usé, comme si elle touchait un miracle. Je pensais l'avoir perdu. Il ne s'est jamais perdu, répondit Camilla. Il attendait juste le moment de revenir à toi. À la porte, Donia Rosa essuya discrètement ses yeux. Dans cette pièce, personne ne parla de faute ni de douleur. Le monde semblait soudain tenir dans cette seule minute un miracle silencieux, défiant toute logique humaine. Les minutes qui suivirent semblèrent appartenir à un autre temps. Camilla parla de sa vie, de son enfance auprès de Ricardo et Teresa, de ses études, des dimanches en famille. Elena écoutait, les yeux à demi clos, comme si chaque mot caressait une plaie ancienne qu'elle n'avait jamais espéré voir guérir. Tu as la voix que j'entendais dans mes rêves, murmura-t-elle. Et toi, les yeux qui m'ont toujours donné de la paix, répondit Camilla. Teresa entra, hésitante. Puis-je entrer? Elena acquiesça. Teresa s'approcha et déposa un bouquet de lys blanc sur la petite table. Merci, dit Elena d'une voix humble, pour avoir fait ce que je n'ai pas pu faire. Teresa prit sa main. Ne me remercie pas. Tout ce que Camilla est, elle l'est aussi grâce à toi. Tu lui as donné la vie. Les trois femmes restèrent ainsi, liées par quelque chose qui dépassait l'histoire. Dépassait la douleur, dépassait le temps, un fil tissé de pardon. À la demande d'Elena, Camilla ouvrit la vieille Bible que Donia Rosa avait laissée sur la table. Lis-moi le passage des secondes. Chance. Camilla feuilleta les pages usées et trouva les versets. Je restaurerai ce qui fut détruit et j'essuierai les larmes de ceux qui pleurent. Sa voix trembla. Elena ferma les yeux, laissant les mots la recouvrir comme un manteau. Dehors, le ciel gris s'ouvrit soudain, et un rayon de soleil perça la fenêtre, illuminant la chambre. La lumière tomba directement sur le carito azul, le faisant briller comme une pierre précieuse. Donia Rosa se signa. Il est ici, murmura-t-elle. Elena pressa 3 fois la main de Camilla, leur signal secret. Camilla comprit. Je t'aime. Et dans ce simple geste, le temps cessa de faire mal. Ce qui avait été perte commençait lentement à devenir paix. Les jours qui suivirent furent un lent et fragile chemin de réconciliation. Chaque après-midi, après l'école, Camilla se rendait à l'hôpital. Parfois elle parlait longuement, parfois elle restait simplement là, respirant le même air. Comme si cela suffisait. Elena s'affaiblissait, mais quelque chose brillait en elle, une lumière nouvelle. Dieu m'a donné plus que ce que je mérite, répétait-elle avec un sourire doux. Camilla oscillait entre l'amour et une colère ancienne, tapie dans un coin de son cœur. Un jour, en peignant les cheveux d'Elena, elle finit par dire « Ça m'a tellement blessé, Mama. Pensez que tu m'avais laissé, comme si j'étais interchangeable. » Elena l'écouta, humble. « Je le sais, Ija. Et je ne cherche pas à effacer ce que tu as ressenti. Je te demande seulement de ne pas vivre avec la même culpabilité qui m'a tué à petit feu. » Camilla posa le peigne, respirant profondément. « Je veux te pardonner, mais je ne sais pas comment. » Elena prit sa main. « Le pardon ne s'apprend pas d'un coup, Missiello. On le construit, comme une maison. Jour après jour. Brique après brique. » Ce soir-là, Camilla rentra silencieuse. Teresa l'attendait avec le repas prêt. « Ça te fait mal de la voir ainsi ?» demanda-t-elle. « Oui.
Mais ce qui me fait le plus mal, c'est de découvrir que j'ai besoin d'elle. Ricardo s'approcha, la voix grave et douce. Pardonner. Ce n'est pas effacer ce qui s'est passé. C'est choisir que le passé ne détruira plus ton avenir. Camilla le regarda longuement. Pour la première fois, elle comprit que ses parents adoptifs faisaient aussi partie du miracle qu'elle vivait. Vous m'avez appris à aimer sans crainte, dit-elle. Teresa l'embrassa sur les cheveux. Et elle t'apprend à pardonner. Cette nuit-là, Camilla écrivit dans son journal une seule phrase. Le pardon est la forme la plus silencieuse de l'amour. Elle ferma le cahier, posa le carito azul dessus et éteignit la lumière. Le lendemain, une petite cérémonie avait été organisée dans la chapelle de l'hôpital. À la demande d'Elena, Donia Rosa et Carolina avaient préparé un espace simple, des bougies, des fleurs blanches, une guitare, un silence respectueux. Quand Camilla entra avec Teresa et Ricardo, Elena sourit. « Aujourd'hui je veux dire merci », murmura-t-elle. « Pas pour ce que j'ai perdu, mais pour ce que Dieu m'a permis de retrouver. » Camilla la rejoignit, lui prit la main et l'aida à se lever. Une mélodie douce emplit la pièce, une chanson qui parlait de foi et de seconde chance. « Je veux lire quelque chose, dit Camilla. Elle ouvrit son cahier. « Pendant des années, j'ai cherché des raisons de te détester. Mais je n'ai trouvé que du vide. Aujourd'hui, je comprends que ta douleur était plus grande que ta faute, et que l'amour qui t'a manqué alors, tu le donnes maintenant au monde entier. » Elena pleura en silence. Teresa et Ricardo aussi. Une brise légère entra par là. Fenêtre et fit glisser légèrement le carito azul posé sur l'autel. Son bruit discret résonna dans la chapelle comme un écho sacré. Un symbole. Un rappel. Un nouveau départ. La chambre d'hôpital. Respirait un silencio fragile, comme suspendu entre deux mondes. Elena, épuisée par la enfermedad et les années de culpa, sentait que le temps se rétrécissait autour d'elle. Sur le bord du lit. Camilla, plus forte qu'elle et pourtant encore si jeune, la regardait avec une douceur que seule la vérité rend possible. Elena pensait que leur histoire resterait pour toujours inachevée. Jusqu'à ce que sa fille murmure d'une voix calme. « Maman, maintenant oui, je te pardonne. » Ces mots, simples mais sacrés, traversèrent Elena comme une lumière. Elle tomba à genoux. Brisée par un mélange de soulagement et de douleur, et Camilla la retint contre elle. « Si je meurs demain, dit Elena en sanglotant, je partirai en paix. »« Tu ne vas pas mourir, maman, pas encore. » Mais la voix de Camilla tremblait déjà, comme si elle savait que mentir par amour est parfois la seule façon de protéger quelqu'un. Elena leva les yeux vers le crucifix de la petite chapelle de l'hôpital. Un rayon de soleil passa à travers le vitrail et vint se poser sur elle, enveloppant la scène d'une clarté dorée. Les personnes présentes se turent aussitôt, même le souffle de l'air sembla s'arrêter. Dans ce silence habité, la miséricorde avait pris forme. Donia Rosa se signa sans un mot, émue par ce miracle si discret et pourtant si immense. « Je t'aime, Camilla », murmura Elena. Pour seule réponse, Camilla serra sa main 3 fois, leur langage secret depuis l'enfance. « Moi aussi, maman. » Cette nuit-là, Elena écrivit sa dernière lettre. Elle la titra « Quand tu m'as pardonné, nous sommes nées toutes les deux. » Elle y parla de la douleur qui finit par s'user, de la culpa qui peut se laver avec des larmes sincères, et de l'amour imparfait mais vrai qu'elle avait toujours porté. Elle termina ainsi, « Si un jour la peur t'atteint, regarde le ciel et rappelle-toi que mon amour te suivra où que j'aille, et que ton nom sera ma prière. » À l'aube, elle déposa la lettre sur sa table de nuit, puis s'endormit en tenant contre elle le petit carito azul, ce jouet minuscule devenu symbole de leur histoire brisée puis reconstruite. L'hiver arriva à Mexico avec ses pluies douces et ses ciels gris. Le cancer avançait comme une ombre inexorable, Elena ne pouvait presque plus bouger, et même les calmants avaient perdu leur efficacité. Pourtant, ses yeux demeuraient calmes, éclairés d'une paix nouvelle. Sur la table du lit reposaient toujours les 3 objets essentiels de sa fin de vie, une Bible ouverte, une vela allumée et le carito azul. Chaque après-midi, Camilla arrivait avec des livres d'école et un sourire qu'elle s'efforçait de rendre léger. Elle lui lisait des histoires, lui montrait des photos, parlait des amis qu'elle s'était fait. Parfois Elena dormait, parfois elle écoutait avec une attention infinie, comme si chaque mot était un cadeau.
Tu ne sais pas combien je t'aime. Soufflait-elle. Si, je le sais, maman, répondait Camilla. Au fond de la chambre, Donia Rosa tissait un nouveau rosaire, veillant sur elle comme une grand-mère silencieuse. Un jour, elle s'approcha du lit et demanda. « Es-tu prête, Ija ?» Elena sourit faiblement. « Pas encore. Il me manque une chose. » « Laquelle ?» La voir rire, sans tristesse. Une semaine plus tard. Un dimanche matin, Camilla entra dans la chambre avec une petite boîte enveloppée de papier doré. Elena l'ouvrit avec lenteur, c'était un album fait à la main. Sur la couverture, on lisait. Notre histoire depuis le début. À l'intérieur, des dessins d'enfants, des papillons, des étoiles, des maisons à toit rouge, toujours la même femme aux cheveux sombres et une petite fille tenant un carito azul. Je les ai gardés toutes ces années, expliqua Camilla. Maintenant, ils sont à toi. Elena effleura les pages du bout des doigts. C'était toi, toi qui ne m'as jamais lâché. Et toi, répondit Camilla, celle qui a appris à rester. Elles rirent toutes les deux, un rire léger, presque fragile, mais si pur qu'il fit disparaître les machines, les tubes et la douleur. Même Donia Rosa ferma les yeux, émue, elle peut partir quand lui le voudra. Le jour même, Carolina et quelques membres de l'ONG organisèrent une petite cérémonie dans la chambre. Ils déposèrent des fleurs blanches, une croix en bois et une plaque, projet Camilla parce qu'il existe toujours une seconde chance. Elena demanda qu'on lise la lettre qu'elle avait écrite. Durant la nuit. Camilla ouvrit l'enveloppe jaunie. À ceux que j'ai aimés et à ceux que j'ai blessés. Je pars en paix. La culpa ne construit rien, mais l'amour, lui, construit tout. Si mon histoire peut sauver une seule vie, alors elle n'aura pas été vaine. Et si Jésus me rappelle cette nuit, je veux qu'il sache que je n'ai plus peur, le pardon m'a trouvé sous le visage de ma fille. La voix de Camilla se brisa à la fin. Teresa et Ricardo l'enlacèrent. Un silence sacré remplit la chambre, trop dense pour permettre encore les larmes. Cette nuit-là, Camilla resta dormir à l'hôpital. Elle s'accroupit sur la chaise près du lit, tenant la main de sa mère comme on tient un fil pour ne pas perdre quelqu'un dans l'obscurité. Tu sais, maman, j'ai rêvé de la terminale où tu m'as laissé. Mais cette fois, il n'y avait ni froid ni larmes. Juste toi, m'attendant avec des fleurs. Je crois que Jésus était là aussi. Elena la regarda, ses yeux brillants d'une lumière venue d'ailleurs. Peut-être que ce n'était pas un rêve, mon amour. Peut-être que c'était une promesse. Elle serra la main de sa fille 3 fois. Camilla répondit par 4. C'était leur dernier échange. À minuit, la flamme de la vela vacilla une dernière fois. Elena expira doucement, le carito azul posé sur sa poitrine. Aucun cri, aucun drame, seulement un silence lumineux, profond. Comme une porte qui s'ouvre. 3 jours plus tard, on l'enterra dans le petit cimetière d'Iztapalapa. Le cercueil était couvert de lis blancs, ses fleurs préférées. Volontaires de l'ONG. Amis des groupes de soutien, patients de l'hôpital, Donia Rosa, Carolina, Teresa et Ricardo étaient là, entourant Camilla comme une seconde famille. Ta mère a fait tant de bien en si peu de temps. Dit Donia Rosa. Elle a transformé sa culpa en amour, et cet amour va continuer à sauver des vies. Camilla jeta une poignée de terre sur la tombe. Dans sa main, le carito azul reflétait la lumière du soleil. Merci, maman, murmura-t-elle. Merci d'avoir tenu bon, merci d'être revenu. Elle posa le jouet sur le cercueil, entre les lits. Tu n'as plus besoin que je le garde. Il est à toi désormais. Un rayon de lumière traversa soudain les nuages. Teresa, les larmes aux yeux, chuchota, c'est Jésus. Et même ceux qui ne croyaient pas sentirent qu'il se passait là quelque chose de plus grand. Que les mois passèrent. Camilla termina le lycée et décida d'étudier le travail social. Je veux aider les mères qui pensent qu'il n'y a plus d'issue. Elle avait hérité d'Elena son visage. Mais aussi sa capacité à voir la douleur invisible. À l'ONG, seconde opportunité, tous la connaissaient comme la Hija del Milagro. Sur les murs, des photos d'Elena souriant avec des enfants. Rappelait que même la nuit la plus longue finit par céder la place à l'aube. Sous son portrait, une phrase était devenue devise, il n'est jamais trop tard pour revenir.
Chez Teresa et Ricardo. L'autre famille de Camilla, la vie reprenait avec une chaleur nouvelle. La maison autrefois silencieuse s'emplissait de rires, de projets, de visites. Camilla organisait des campagnes solidaires. Accompagnait des familles en difficulté, tenait la main des enfants à l'hôpital. Chaque fois qu'une mère retrouvait son enfant, elle sentait qu'un fil se réparait quelque part au-dedans d'elle. L'amour ne disparaît pas quand quelqu'un meurt, disait-elle. Il change seulement de forme. Elle gardait encore dans son sac le pañuelo azul qui avait enveloppé le petit Carito. Non plus comme un souvenir douloureux, mais comme un symbole de promesse tenue. Un soir, Carolina lui remit une enveloppe. C'est pour toi. À l'intérieur, une copie de la dernière lettre qu'Elena avait laissée à l'hôpital. Si un jour ma fille travaille ici, promettez-moi d'inscrire son nom auprès du mien. Cette histoire ne finit pas avec moi. Quelques jours plus tard, lors de l'inauguration d'une nouvelle salle d'accueil, une plaque fut installée. Centre Elena y Camilla Ramirez. Seconde opportunité. Les applaudissements résonnèrent comme un chœur, et Camilla comprit alors qu'elle n'avait pas seulement reçu une histoire, elle avait reçu une mission. Une nuit tranquille, elle monta sur la terrasse du bâtiment. La ville brillait comme un océan de lumière. Elle ouvrit la Bible de sa mère. Et tomba sur un verset, tout ce qui fut brisé sera restauré. Tu as tenu ta promesse, maman. Une étoile filante passa dans le ciel. Merci de rester près de moi, même si je ne te vois pas. Elle attacha le pañuelo azul à la rambarde. Le vent le fit danser, comme une bandera douce et vivante. Doña Rosa disait toujours que chaque acte de bonté laisse une trace. Camilla le comprit pleinement ce soir-là. Sa mère avait semé une graine. À elle, désormais, de la faire fleurir. Le dimanche suivant, durant la messe en mémoire d'Elena, le prêtre prit la parole. Certaines mères partent trop tôt, mais elles laissent derrière elles des filles qui poursuivent leur chemin et accomplissent leur œuvre. Et Camilla, les yeux tournés vers le ciel, sut que sa propre histoire venait juste de commencer. Camilla resta immobile devant l'autel, le regard absorbé par la petite vitrine de verre où reposait désormais le fameux Carito Azulo, ce jouet minuscule qui, autrefois, avait été son seul vinculo avec une mère en fuite et une enfance brisée. À ses côtés brûlait une fine bougie blanche dont la flamme dansait comme un souffle de mémoire. Au-dessous, une plaque dorée reflétait la lumière en lettres gravées. De la culpabilité naquit l'amour. De l'amour naquit une vie nouvelle. Teresa s'approcha lentement et entoura Camilla de ses bras. Aucune des deux ne parla. Leurs larmes suffisaient. Ta mère serait tellement fière, murmura Teresa avec une douceur qui tremblait. Camilla hocha la tête, un sourire fragile éclairant son visage mouillé. Je n'en doute pas. Ce qui a commencé par un abandon, s'est achevé en amour. Au fond de l'église, s'appuyant sur son vieux bâton, Don Pedro, le veilleur de la gare routière qui avait trouvé l'enfant un matin glacé, 15 ans plus tôt, observait la scène avec les yeux embués. Je l'ai su dès ce jour-là, souffla-t-il. Cette petite était destinée à briller. 15 années s'étaient écoulées depuis la mort d'Elena. Ce matin-là, la ville de Mexico se réveillait sous une lumière ambrée et chaude. À 8 heures, le centre Elena y Camilla Ramirez, désormais célèbre, bourdonnait d'activités, éclats de rire, conversations, parfums de café et de pain sortant du four emplissaient l'air. L'un des programmes phares enseignait la boulangerie à des mères célibataires, cherchant à reconstruire leur vie. Camilla, 32 ans aujourd'hui, traversait les couloirs avec une sérénité nouvelle, un mélange de maturité, de compassion et de force héritée de toutes les femmes qui l'avaient façonnée. Au mur, des photographies retraçaient leur histoire collective, Elena entourée d'enfants malades, Teresa distribuant des repas dans les refuges, Ricardo montrant un femme en réhabilitation. Et ce nom, Luz Azul, portait en lui un symbole intime et profond, il venait du petit jouet bleu, ce même Carito que le temps, la douleur et les mains aimantes avaient préservé. Restauré avec soin, il trônait maintenant dans une vitrine au centre exact de la scène. Tout a commencé avec ceci, répétait souvent Camilla durant ses conférences. Avec un vieux jouet. Une décision désespérée qui, par la grâce de Dieu, s'est transformée en amour. L'auditorium était plein à craquer. Volontaires, journalistes, familles entières s'étaient réunies. Au premier rang.
Teresa et Ricardo, leurs cheveux blanchis par les années, se tenaient la main en silence. Ils avaient vu le miracle se déployer devant eux, jour après jour. Lorsque Camilla monta sur scène, la salle entière se leva. L'applaudissement fut si long qu'elle dut attendre, les yeux brillants, la gorge serrée, avant de prononcer un seul mot. « Il y a bien longtemps », commença-t-elle. « Ma mère m'a laissé dans une gare routière. » Son geste ne venait pas de la malveillance, mais de la peur. Pendant des années, je l'ai détesté. Puis un jour, j'ai compris que le pardon ne l'a pas seulement sauvé elle, il m'a sauvé moi aussi. Ce qui avait commencé comme un abandon est devenu un héritage d'amour. Les lumières s'adoucirent. Sur l'écran, derrière elle, des images d'Elena apparurent, à l'hôpital, en campagne humanitaire, un foulard bleu au cou, son sourire malade mais lumineux. « Aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose », poursuivit Camilla, sa voix tremblant sous l'émotion. L'amour ne supprime pas le passé, il le rachète. Quand nous choisissons de pardonner, nous ouvrons une porte qui éclaire notre vie, et toute celle de ceux qui marchent derrière nous. La salle demeura en silence absolu. On aurait pu entendre le battement d'une aile. Dans un coin, Doña Rosa, la femme qui avait soutenu Elena pendant ses années de traitement, aujourd'hui très âgée, essuyait ses larmes d'un mouchoir tremblant. Elle, plus que quiconque, savait qu'Elena était là, invisible, mais présente dans chaque souffle. Après la cérémonie, Camilla descendit de scène et alluma une bougie devant la vitrine du Carito Azul. Elle ferma les yeux, posa une main sur le verre froid et murmura. « Maman, on a réussi. » Une brise douce traversa soudain le salon, faisant onduler le foulard bleu accroché près de la photo d'Elena. Teresa frissonna. « C'est elle, » souffla-t-elle, émue. Un chœur d'enfant entonna alors une chanson qu'Elena aimait particulièrement. Une mélodie simple parlant de foi et de recommencement. Dehors, le ciel s'ouvrit et un rayon de soleil traversa les grandes fenêtres, enveloppant la salle d'une lumière dorée comme une bénédiction.